En tout cas, l'histoire européenne a montré que l'Europe a toujours franchi des avancées plus importantes sur la base de crises. Ça, l'histoire européenne, depuis la CK jusqu'à aujourd'hui, montre que ce sont des crises qui ont permis d'avancer plus vite. Sauf que là, la nature est beaucoup plus profonde, puisque ça remet en cause le financement des politiques publiques, le principe même du niveau de déficit, et donc aussi le modèle social de chacun de ces pays. On n'a pas tous le même modèle social, on n'a pas tous les mêmes priorités de politique publique, et cette crise nous amène à avoir le même rythme de réduction de déficit. Et donc, derrière, et c'est ça qu'il faut voir si on est positif, il faudrait aller vers une convergence fiscale totale, particulière entreprise, qu'on n'ait plus cette échelle du perroquet inutile et assez désagréable entre les États sur des fiscalités avantageuses pour certaines entreprises et d'autres moins dans d'autres pays, tout simplement pour des raisons de besoin de recettes pour financer des politiques publiques différentes. Prenons les éléments comparatifs les plus saillants entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne, on dit, oui, elle a une économie très tournée vers l'extérieur, avec un système à l'export remarquable et avec un niveau de chômage très faible. C'est vrai. L'Allemagne a fait aussi le choix d'un consensus de modération salariale, pour ne pas dire de blocage des salaires avec les réformes Schröder, qui leur a redonné des marges de compétitivité. C'est un choix économique. Est-ce que la France aurait été capable d'imposer politiquement et socialement auprès des syndicats un blocage des salaires pendant 5-8 ans ? J'attends de voir quel est le fou furieux qui va aller à la tribune en disant « je suis candidat à l'élection présidentielle et je vous propose ça ». Deuxièmement, l'Allemagne n'a pas de salaire minimum. Troisièmement, l'Allemagne a fait un choix de reversion des pensions de retraite beaucoup plus faible que le nôtre. C'est-à-dire, en gros, il vaut mieux être retraité en France que retraité en Allemagne. Et l'Allemagne a un autre vrai problème qui est sa démographie, qui est une population vieillissante. Et vous avez même des études, un certain nombre de structures, qui montrent que dans 40 ans, je crois, c'est-à-dire à l'échelle de 2 générations, la France sera devant l'Allemagne en termes de population. Et si rien n'est fait en matière d'immigration, par exemple, pour dire les choses clairement, dans 2 siècles, il n'y aura plus d'Allemands. C'est-à-dire ce sera une terre de politique de peuplement extérieur s'ils ne le maîtrisent pas. Donc vous voyez bien que la clé de toute façon, soit dans vos études ou dans la décision, dans la responsabilité que vous serez appelé à prendre, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs, c'est la démographie. C'est-à-dire pour qui on travaille. Donc pour un État, c'est la démographie. En fonction de la démographie, on sait combien il y a de naissances, combien il y a de décès, combien il y a de tranches d'âge et quel type de politique publique on doit avoir. En 2015, en Europe, vous aurez plus de décès que de naissances. La France, malgré son taux de fécondité très avantageux, pour des raisons qui nous échappent un peu d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas plus de panne de courant en France qu'ailleurs, on a un taux de fécondité avantageux, mais malgré tout, on aura des problèmes sur des métiers sous tension. On aura besoin d'une immigration maîtrisée. C'est pour ça que le débat sur l'immigration mal abordé est un débat qui ne fait que nourrir les populismes. Donc il faudrait partir de la démographie pour aborder la problématique des métiers sous tension, pour négocier de manière choisie avec un certain nombre de pays sources et pour arriver ensuite à des politiques publiques adaptées qui nous permettront d'avancer ensemble. Comment on va financer notre système de retraite, qui est un système de solidarité entre les générations, si à un moment donné, il n'y a plus d'acceptation de la part de vous, des nouvelles générations qui arrivent, sur le financement des pensions reversées aux aînés qui ont travaillé. Là aussi, il y a des études qui sont assez frappantes et qui doivent interpeller les politiques. Avant, il y a une dizaine d'années, 10-12 ans je crois, le taux d'acceptation des jeunes par rapport aux anciens sur le financement des retraites était de 92%. 10-12 années plus tard, il est plus que de 70%. C'est énorme l'accélération. Donc on peut même avoir des conflits de génération. On pourrait le comprendre d'ailleurs. Vous faites des études, vous allez sur le marché du travail, certains d'entre vous se casseront les dents, d'autres réussiront très bien. En tout cas, ça ne va pas être évident immédiatement. Sauf pour vous tous dans la salle, parce que vous êtes admission parallèle, ils sont très sympathiques et ils vont vous permettre d'avoir les meilleurs tickets d'entrée. Mais je veux dire, il faudra faire preuve de grande capacité d'adaptation, pas vous dire que vos études vous permettront de faire toute votre vie ou votre parcours. Il faudra être mobile, il faudra avoir une ouverture sur l'international, il faudra savoir revenir, peut-être changer de métier, se reformer, tout ça jusqu'à 67 ou 68 ans, parce que quand vous serez à l'âge de la retraite, ce sera au moins ça, ce sera peut-être même 70 ans, et vous verrez encore 30 ans derrière. Bon, et c'est magnifique, hein, je le dis tout de suite, c'est magnifique, vous pouvez garder le sourire, etc., parce qu'il faut être dans le projet, bon. Mais derrière, pour les États, pour les responsables politiques de l'époque, c'est quand même des problèmes de financement, et c'est des modèles de société.
Et donc si on ne s'appuie pas sur la crise pour adapter des modèles qui correspondent à notre identité, je ne vois pas comment on remet en cause un modèle à la française d'État-providence vis-à-vis des plus fragiles, mais je ne vois pas comment on continue de le financer si rien n'est fait en termes de surendettement. Donc de toute façon, il faudra transférer des modes de financement, exemple la TVA sociale, il faudra aligner notre fiscalité avec les partenaires allemands et les autres, et il faudra avancer d'un même pas et peser politiquement, comme vous l'avez dit dans votre introduction très justement, par rapport à des économies qu'on appelle émergentes, mais qui en réalité sont déjà des mastodontes et des poids lourds. La Chine va accéder au rang d'économie de marché, je pense, en 2015-2016. Le Brésil, c'est une immense puissance. La Russie, évidemment, a ses difficultés, mais a des projets d'infrastructure considérables. Ils ont des matières premières. L'Afrique du Sud, il ne faut pas négliger, c'est une économie également en pleine puissance. Le continent africain est un continent d'avenir sur lequel il faudra investir, travailler, les aider, mais c'est un vrai continent d'avenir. Donc voilà, il va plus simplement y avoir les États-Unis et l'Europe. Et l'Europe aujourd'hui est le maillon faible et l'enfant malade de l'économie mondiale. Quand ça repart beaucoup plus vite. En Inde, en Chine, eux, ils ont eu un petit hockey de 3-4 mois. Et ils repartent. Nous, valeur aujourd'hui, et c'est normal, on est une économie très avancée, mais on ne va pas produire 3 TGV pour doubler la ligne Paris-Lyon. Enfin, il faut voir le pays dans lequel on vit, qui est un pays immensément protecteur, très développé, avec des infrastructures ouvertes sur l'extérieur, un niveau d'éducation exceptionnel. Mais on a un problème de création de richesses endémiques qui crée ensuite de l'investissement et qui crée naturellement derrière de l'emploi. Et on a un problème particulier sur le chômage des jeunes et on a un problème de financement des retraites. Donc voilà, si certains d'entre vous veulent faire de la politique, on est demandeur de conseils.